Cette vidéo a été préparée dans le but de formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible. Dans la première partie, nous avons vu le système de base de lubrification. Maintenant, on a besoin de certaines sondes de température et de pression pour être sûr que la lubrification se fait bien et d'autres soupapes nécessaires pour notre système, pour l'ajuster aux différentes nécessités à travers le moteur. Nous venons de voir la base d'un circuit de lubrification. Pour le moteur à turbine, on a besoin d'une sonde de pression et de température pour avertir la qualité d'huile qui entre dans le moteur au pilote. On a besoin d'un refroidisseur d'huile, d'un renifleur, d'un séparateur d'air de l'huile, un détecteur de particules et un système d'étanchéité. Les sondes de température sont composées de deux éléments, deux métaux différents réunis à un point. C'est à ce point-là que la prise de température va se faire. Comment ça fonctionne? On fait passer un courant dans le métaux et le point de réunification sert de résistance. Plus la température augmente, plus la résistance augmente. Donc, si on envoie 5 volts d'un côté, ben, il va en sortir moins selon la résistance. Le système va pouvoir interpréter la tension qui revient en température. Donc, les sondes de température s'appellent des thermocouples. Pour les sondes de pression, ben, il y a plusieurs façons de faire. Normalement, c'est une membrane. La membrane peut soit déplacer un ressort pour faire bouger une aiguille, ou tout simplement, la déformation de la membrane va être mesurée à l'aide d'un pond Winston, c'est-à-dire 3 résistances constantes et une résistance variable, et on va prendre la tension dans la résistance variable pour mesurer le déplacement de la membrane et interpréter ça en pression. L'huile est généralement refroidie par l'air. C'est plus efficace et la capacité de refroidissement de l'air est plus grande. Donc, on fait tout simplement passer de l'air alentour d'un serpentin d'huile, ce qui va faire qu'il va y avoir un échange de chaleur, l'air va se réchauffer et l'huile va se refroidir. Pour permettre le passage d'huile dans le refroidisseur, nous avons une soupape thermostatique. Donc, si l'huile est froide, la soupape thermostatique empêchera l'huile de passer dans le refroidisseur. Et lorsque l'huile va être chaude, à ce moment-là, il va y avoir un déplacement du cône que vous voyez qui va permettre à l'huile de passer dans le refroidisseur. C'est un système automatique, donc le pilote n'a pas à agir sur le refroidisseur d'huile. Vous voyez ici deux images qui sont tirées du banc d'essai virtuel. Donc, vous avez accès au banc d'essai virtuel à travers Omnivox. Dans le menu déroulant à droite, vous allez voir un endroit où c'est marqué banc virtuel. Vous cliquez dessus et vous pouvez suivre les instructions pour vous y connecter. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez appeler le 2020 à l'école pour vous dépanner. Donc, à droite, lorsque l'huile est froide, vous voyez la soupape thermostatique n'est pas dilatée. Donc, l'huile peut passer directement à la sortie sans passer par le filtre. Et lorsque l'huile est chaude, il y a une dilatation de la soupape thermostatique qui vient boucher le passage entre l'arrivée d'huile et la sortie d'huile, qui oblige l'huile de passer dans notre refroidisseur. Nous avons sur plusieurs moteurs un échangeur de température entre l'huile et le carburant. J'ai toujours eu la conviction qu'on gagnait à chauffer le carburant que de refroidir de l'huile avec le carburant. Pour nos agences de sécurité dans le domaine du transport, probablement que c'est mieux vu de refroidir de l'huile que de chauffer du carburant. Pour les ingénieurs, c'est mieux de chauffer du carburant que de refroidir de l'huile avec du carburant. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est encore une soupape thermostatique. Lorsque l'huile est froide, le carburant va tout simplement passer dans l'unité sans avoir d'échange de chaleur. Donc, l'huile va tout simplement contourner cette unité-là. Et lorsque l'huile est chaude, là, l'huile va passer à travers le serpentin dans l'échangeur de chaleur et réchauffer le carburant.
Il ne faut pas oublier qu'après 30 minutes de vol, le carburant dans les ailes est à la même température qu'à l'extérieur. Donc à 40 000 pieds, le carburant se trouve à une température de moins 40, moins 50 degrés. Généralement, le jet fuel gèle aux alentours de moins 25 degrés. Et si on met du gaz, du jet A1, ben à ce moment-là, la température de congélation va être un peu plus basse. Donc, on voit ici un dessin de l'emplacement de notre séparateur d'huile. Il se trouve en haut d'une boîte d'engrenage. Donc, cet engrenage-là, en tournant, va capter la vapeur d'huile contenue dans l'air, va permettre une certaine condensation à cette huile-là. Donc, elle va pouvoir sortir par l'extérieur grâce à la force centrifuge. Et l'air chaude et la vapeur d'huile non condensée vont s'engouffrer vers le centre de l'engrenage et aller vers l'extérieur par le tube du renifleur. Ici, on voit la pièce, dans le fond, c'est un engrenage avec des palettes sur le côté. Donc, ces palettes-là vont capter la vapeur d'huile et l'air chaud, vont permettre la condensation lorsque la vapeur d'huile va toucher les palettes, et l'air chaud va s'engouffrer dans le trou au centre de l'engrenage. Le séparateur d'air de l'huile, lui, est plus simple. Dans le fond, c'est tout simplement un contenant. Donc, l'huile remplit le contenant, et lorsque le contenant déborde, l'huile peut laisser aller l'air vers le haut, et cet air-là va être dirigé vers le renifleur. Donc, c'est relativement simple. C'est comme un décanteur de vin, dans le fond. On laisse couler le vin de manière à ce que l'air sorte du vin. Donc, ici, l'huile, quand elle contourne le rebord du vase, ben, l'air peut quitter. Donc, les détecteurs de particules, c'est relativement simple. C'est deux pôles aimantés. Donc, les rebuts métalliques vont venir se coller à ces pôles-là et vont fermer le circuit. Il y a toujours une tension au détecteur de particules. C'est une vérification à faire sur l'avion avant le décollage. Donc, lorsque les métaux viennent fermer le contact avec les deux pôles, à ce moment-là, il y a une lumière qui va s'allumer dans le cockpit. Vous voyez aussi, il y a certains détecteurs de particules qui sont équipés d'une soupape anti-retour. On voit ici le circuit électrique. Donc un pôle positif, un pôle négatif, et lorsque les particules métalliques vont venir fermer le contact entre les deux pôles, ben, le courant pourra passer pour aller vers le cockpit. Les joints labyrinthes sont très utilisés pour faire l'étanchéité de nos roulements. Donc nous avons une chambre à roulement avec l'arrivée d'huile en rouge qui frappe le roulement en jaune. Une fois que l'huile a fait sa lubrification, elle tombe dans le bas de la chambre et est récupérée, aspirée par les pompes de récupération. Pour pas que l'huile disparaisse partout dans le moteur, ben, les joints labyrinthes ont été installés de chaque côté du roulement. Donc, une pression d'air qui vient du compresseur, généralement la pression P3, donc à la sortie du compresseur, cette pression d'air-là va venir s'engouffrer dans le milieu du joint labyrinthe. Donc, la pression va aller passer entre la partie statique et la partie rotor du joint labyrinthe. Et entre chacune des crêtes, la pression va baisser, va diminuer, la pression d'air. Pourquoi elle baisse? Ben, la crête fait un orifice, donc à chaque fois qu'il y a un orifice, la pression va diminuer et elle va se balancer avec la pression d'huile. Il y a tout un petit peu d'air qui rentre dans la chambre à roulement, donc on va permettre une ventilation de cette chambre-là. Vous avez ici le circuit
complet du système de lubrification du PT6. Donc, en rouge, vous avez la pression. En vert, vous avez le retour. Le orange, c'est la pression de notre pompe. Et en brun, vous avez la quantité d'huile dans le réservoir. Le bleu, c'est tout simplement notre circuit de renifleur.